Donc aujourd'hui, le sujet de la classe de notre Cloud Room, ce sera autour de la sauvegarde, la migration et la reprise après sinistre en environnement multi-cloud. Et pour avoir eu l'expérience de travailler avec plusieurs comptes, la sauvegarde est un élément essentiel, incontournable, mais souvent qui est relégué au troisième ou souvent à la dernière opération, du moins dans la mise en place d'une infrastructure. Et c'est lorsque le dégât, le sinistre apparaît ou frappe que l'on se rend compte que les backups qu'on faisait depuis plusieurs années n'a jamais fonctionné. Il n'y a rien de pire que de penser qu'on fait des sauvegardes, des backups, de dire oui, ma solution de sauvegarde fonctionne bien, tout est vert, mais on n'a jamais eu l'occasion de tester et de remonter la plateforme. Et c'est lorsque le désastre apparaît, là, on se rend compte que tous nos backups n'ont servi à rien parce qu'ils sont juste inutilisables. Et ça, c'est une situation que je ne vous souhaite pas. Et à la suite de cette Cloud Room, nous allons tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive plus jamais chez vous. Et si ça arrive chez vous, eh ben, c'est parce que vous l'aurez choisi, en fait. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'abord, de la sauvegarde et des snapshots. Nous allons faire la migration de workload, définir une stratégie de sauvegarde et de planification, de reprise après sinistre et mettre en place votre site de reprise d'activité. Ce sera le troisième cas. De quoi avons-nous besoin pour démarrer? Nous avons besoin notamment de votre site principal. Ça peut être un serveur chez vous, ça peut être votre data center, ça peut être votre infrastructure on-prem, ça peut être une infrastructure en edge que vous gérez. Donc ça, c'est votre site principal. Et vous avez besoin d'un site distant, qui peut être aussi un serveur physique, des machines virtuelles ou bien un virtual data center distant qui est hors site pour pouvoir faire les déplacements de workload et de restauration en cas d'incident. Vous avez optionnellement besoin d'un nom de domaine pour gérer les certificats et améliorer l'expérience utilisateur. Il ne faudrait pas que lorsque votre application quitte un site A avec un nom de domaine vers un site B, il ne faudrait pas que le nom de domaine ou bien il ne faudrait pas dire aux utilisateurs de commencer à utiliser l'adresse IP. Ça ne servirait, ce serait terrible, surtout si vous avez une grosse équipe et que vous devez basculer tout le monde vers un nouveau site. J'ai une question. Est-ce qu'il faut nécessairement un bare metal comme prérequis? Pas forcément. Ça peut être un data center, ça peut être une machine virtuelle que vous avez, ça peut être votre data center, votre infrastructure on-prem ou bien en edge que vous utilisez. Et évidemment, il vous faut la Cloud Factory qui est notre outil que nous avons mis en place pour vous simplifier l'opération et ces genres de migration parce que cet outil a été conçu, pensé avec des solutions entièrement open source qui vont vous permettre de gérer de façon transverse les hyperviseurs VMware, KVM, LibVirt, du LXC et du Firecracker. Donc, quelles que soient les technologies qui vont utiliser ce genre de technologie de virtualisation, vous êtes capable de migrer votre workload vers ces environnements. Déployer des machines virtuelles, déployer des conteneurs, déployer des micro VM. Et nous utilisons des outils comme Terraform, Ansible, nous utilisons du Docker, du Kubernetes pour automatiser un certain nombre de process. Et nous gérons les réseaux de façon centralisée. Et vous avez aussi la gestion du stockage. Un Vault est intégré pour la sécurité, la registry est gérée par Arbor, le Keycloak pour la sécurité, le Netbox pour la documentation, le FreeIP pour tout ce qui est Kerberos, NTP, DNS et puis service infrastructure pour connecter à un AD et le GitLab qui nous sert de source of truth pour les desired states de notre infra as code et le OpenNebula qui est notre outil de gestion de cloud. Nous fonctionnons dans une architecture distribuée. Pourquoi? Parce que nous faisons le cloud autrement. Nous faisons le cloud comme comme une entité qui est répartie. Nous n'allons pas centraliser toutes les données, toutes les ressources comme le feraient les autres cloud providers. Nous allons fonctionner dans une architecture hyper distribuée pour que chaque entité soit autonome et puisse gérer à son niveau un certain nombre de workloads et chaque workload va intégrer un écosystème pour avoir une fédération pour une gestion beaucoup plus
beaucoup plus, euh, beaucoup plus global. Chaque entité ici va pouvoir gérer un ensemble de serveurs en dessous. Et si pour une raison, cette partie n'est plus disponible, vous avez toujours l'entité qui est la primaire qui peut déplacer le workload vers un autre data center. C'est pour cela que nous avons besoin d'avoir une architecture distribuée. Mais nous allons revenir là-dessus. La raison pour laquelle nous avons une architecture qui répond à cette norme. L'autre raison, c'est que pour des mesures de sécurité, nous n'allons pas autoriser tous les flux à converger vers un seul point dans la gestion. C'est mieux de les regrouper par niveau de sécurité afin d'isoler le trafic qui est généré. Et maintenant, un seul flux est ouvert depuis la Cloud Factory vers une autre Cloud Factory qui va pouvoir la gérer en toute simplicité. Donc, c'est un flux qui est ouvert entre les Cloud Factory, mais entre chaque Cloud Factory et l'ensemble des machines qui sont gérées, on peut avoir des flux beaucoup plus ouverts. Les providers sur lesquels nous sommes capables d'étendre notre workload et de nous interconnecter. Nous allons le voir du moins dans cet exemple-là. Donc, nous allons voir que nous allons déployer des serveurs chez Equinix et chez Scaleway et nous allons pouvoir faire aussi euh, euh, du OVH. Ce que nous supportons aujourd'hui, nous supportons les snapshots. Donc, les snapshots, ce sont les clichés instantanés qui vont vous permettre de sauvegarder une machine en fichier instantané et de pouvoir le restaurer. Donc, nous allons pouvoir créer des clones rapidement avec ces snapshots pour faire des clichés instantanés et faire des rollbacks en cas d'incident. Nous supportons le full backup. Nous allons pouvoir faire une sauvegarde complète de la machine où nous allons copier toute l'intégralité des fichiers et des dossiers des applications. Et nous supportons sur le incremental backup. Le incremental backup va permettre de faire des sauvegardes qui sont différentielles, incrémentielles plutôt, je voulais dire. Incrémentielles dans le sens où nous n'allons pas tout sauvegarder à chaque fois, mais nous allons sauvegarder que les données ou bien les informations qui ont été modifiées ou altérées. Et dans notre stratégie de backup, nous pouvons faire du one-shot backup ou bien du scheduling backup. Le one-shot va permettre de faire juste une sauvegarde une fois en passant à la volée une seule fois, ou on peut en faire plusieurs, mais c'est juste un one-shot, c'est pas programmé, il n'y a pas de stratégie derrière. Mais peut-être pour une opération bien précise, vous faites un backup avant une opération de destruction. Et une fois que l'opération est terminée, le backup, vous ne le faites plus. Ou ça peut rentrer plus dans une stratégie beaucoup plus globale, où vous programmez la sauvegarde de façon régulière pour se faire sur sur plusieurs sites. Vous pouvez faire une sauvegarde tous les soirs sur votre site principal et peut-être en fin de semaine sur votre site secondaire. Et ça peut être programmé automatiquement dans la plateforme, nous allons le voir. Passons à la partie console. Donc, la partie console de la Cloud Factory se présente comme si le dashboard, pour ceux qui ne le connaissent pas, le dashboard qui nous donne une vision globale de l'ensemble de notre parc. Et pour faire du cloud, nous avons une partie infrastructure qui va nous permettre de gérer tout ce qui est bare metal, cluster, machine physique et serveur. Les zones vont nous permettre de gérer les fédérations et l'architecture distribuée. La partie réseau va nous permettre de gérer tout ce qui est réseau, tout ce qui est security group pour garantir la sécurité. Nous l'avons fait la dernière fois. La partie stockage, la partie template pour des images qui sont customisées, qu'on peut rejouer sans avoir à remettre les mêmes paramètres, et les instances qui sont les différentes instances de machines qui sont créées. Donc, pour cet exercice, nous avons des serveurs qui sont chez Equinix. Donc, voici les serveurs qui sont chez Equinix. Nous avons deux serveurs chez Equinix. Un serveur qui est en Amsterdam, qui va faire office de cluster Edge 1, et un serveur qui est à Dallas, aux États-Unis. Donc, sur ces serveurs-là, nous avons adressé un certain nombre d'adresses IP que je peux vous montrer. Voici
les adresses IP qui sont associées à chaque serveur. Donc, la 145.40.103.137/29. Et pareil aussi pour le serveur. Là, c'est la même configuration. Et nous avons d'autres serveurs chez Scaleway où nous avons une capacité de cette dimension, où nous avons des adresses IP qui sont associées, notamment la 62.210, la 141.30 et ainsi de suite. Donc ça c'est l'ensemble des infrastructures que nous allons utiliser aujourd'hui pour faire notre démo. Donc on a deux serveurs chez Equinix, Amsterdam et Dallas, et un serveur chez Scaleway à Paris. D'accord? Donc, nous allons créer notre première instance sur notre site principal qui est à Paris. Donc là, nous allons dans la partie instance, VM. Nous allons créer notre premier serveur Nextcloud. Je choisis le template Nextcloud. Je choisis le nom, je l'appelle Nextcloud Prod ou bien en POC. Je veux une seule instance, 2 Go de RAM, 20 Go de stockage, un CPU, 4 vCPU. Parfait. Je choisis le réseau. Donc, je vais prendre le réseau qui est associé, notamment le réseau qui est à Paris. Donc, ici, je vois pas bien. Ici, Paris. Voilà. Le réseau de Paris. Et là, je crée ma VM. Nous allons attendre que la VM se crée. Elle a pris l'adresse, la 62.210.141.130, l'adresse que nous avons ici dans la configuration des différentes adresses qui sont là. Donc, nous allons attendre que la machine se crée. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous écoute. Là, cette étape, la machine est en train de copier de faire l'instanciation de la VM. La différence entre one shot et puis snapshot, le one shot c'est juste une seule fois. C'est un mot anglais qui veut dire juste une sauvegarde. On fait juste une sauvegarde une seule fois. Et le snapshot c'est un cliché instantané qui ne fait pas une sauvegarde complète de la machine, mais qui photographie l'état de fonctionnement de la machine. C'est comme si on faisait une photographie de l'instance en cours. Nous allons patienter un peu le temps que la machine se crée. Donc, vous voyez bien que nous sommes bien sûr le serveur de Paris. Voilà, la machine est en cours d'exécution. Donc, on peut lancer la console pour voir où est-ce qu'il en est dans sa configuration. Ah, tiens, il a fini. Donc, cette machine vient de s'installer et nous allons accéder à cette machine via son adresse IP parce que nous avons configuré sur cette machine une instance de Nextcloud. Donc, je me connecte sur son adresse IP. Et là, il me demande de faire une installation de Nextcloud. Donc, je vais faire ma première installation de Nextcloud. Donc, je fais l'installation du Nextcloud. Donc, c'est une nouvelle installation. Nous allons simuler un environnement que nous sommes en train de créer. Donc, pour un besoin de stockage de fichiers. Pour ceux qui ne savent pas, Nextcloud, c'est un outil qui permet de faire comme du Dropbox, qui vous permet de partager des fichiers et va permettre de faire un travail collaboratif, va permettre de gérer
des ressources qui sont comme le calendrier, les contacts, les mails, euh, comme le ferait un Google Doc pour gérer le Nextcloud Office, pour prendre des notes ou bien pour chatter. Donc, l'installation vient de se terminer. Donc, nous avons notre Nextcloud qui est configuré et qui est fonctionnel. Donc, je peux aller dans les fichiers ici et regarder les différentes ressources qui sont là. Parfait. Maintenant, nous allons faire notre première sauvegarde et notre premier snapshot. Je reviens sur la configuration de ma machine. Et là, je vais faire notre premier snapshot. Le snapshot, c'est dans la partie snapshot ici. Et je vais faire le snapshot. Pour prendre le snapshot, c'est juste take snapshot here. Et je l'appelle snapshot 01. Donc, pendant que je suis en train de faire le snapshot, il va créer un, un vrai snapshot. Et donc, du coup, je peux continuer toujours à utiliser la machine pendant que le snapshot est en cours d'exécution. Donc, il crée une copie et je peux toujours continuer à travailler pendant que le snapshot est en cours. Donc, je n'arrête pas les utilisateurs pendant l'opération. Donc, nous allons lui prendre notre premier snapshot euh, qui est fonctionnel, qui est là. Et nous allons vérifier comment est-ce que ça fonctionne. Je reviens sur mon S-Cloud ici et je vais faire une opération qu'il ne faut pas faire, ben, qui peut être une opération de destruction. Donc, je vais choisir tous les fichiers que j'ai ici et je vais, pour une raison que je suis le seul à savoir, je vais supprimer. Donc, je supprime tous les fichiers que j'ai dans mon S-Cloud. Donc, je n'ai plus aucun fichier disponible. Ça peut être des documents importants, ça peut être une opération qui s'est mal passée et tout est supprimé. Bien sûr, il a la partie recycle bin ici que je peux aussi aller vider. Donc, delete permanently. Donc, du coup, je n'ai plus rien sur mon S-Cloud. Tout est supprimé. Ça peut être une situation critique, mais nous avons un snapshot, donc on peut revenir à cet état. Je reviens sur ma Cloud Factory et je fais un revert de la configuration. Il me demande ce que je veux accepter, donc je dis oui et je vais laisser finir l'opération. Là, l'opération vient de se terminer. Je reviens sur mon S-Cloud. J'actualise ma page. Je n'ai plus rien dans les fichiers supprimés, ce qui est normal. Et je reviens dans les fichiers où je retrouve tous mes fichiers avant l'opération de suppression. Voici comment le snapshot fonctionne dans les cas les plus simples. Donc, ça peut être du one shot ou bien ça peut être quelque chose qui peut être programmé. Là, nous allons lancer maintenant aussi la sauvegarde de notre de cette machine. Pour la sauvegarde, il faut juste cliquer sur ici, faire le backup de cette machine. Nous allons choisir le data store où est-ce que nous voulons sauvegarder cette machine et le backup est lancé. Donc, son état passe en mode backup alors que je peux toujours continuer à utiliser la VM sans problème. Donc, je peux toujours continuer à faire mes opérations. La VM n'est pas freeze. Donc, il crée juste une copie et c'est le snapshot qui est sauvegardé pendant que la VM continue sa vie. Donc, je peux continuer à accéder aux différents fichiers sans problème. Donc, nous allons juste attendre que le backup se termine et nous allons pouvoir voir les fichiers de backup dans la partie stockage et dans la partie backup qui est là. Donc, il n'a pas fini. On va attendre un tout petit peu.
On revient. Est-ce qu'il a fini le backup? Il est toujours en cours de faire en cours de backup. Là, il vient de finir. Il est repassé en mode running. Si je reviens dans la partie backup, désolé, je revois mon backup qui est là. Donc, il a sauvegardé avec l'ID de la VM. Je peux le programmer pour qu'il mette le même bon nom. Là, je vais mettre je vais l'appeler Nest Cloud prod ou bien POC du 21. Il ne sauvegarde par défaut puisque c'est du one shot. Donc, j'ai rien programmé. Il le prend par défaut avec l'ID. Maintenant, nous avons la fonction de faire des backups programmés. Les backups programmés, je les ai dans la partie backup job où je définis une tâche que je planifie. Donc, je donne un nom, je définis la priorité, je choisis le mode de sauvegarde. Est-ce que c'est du full ou bien si c'est du incrémentiel? Je choisis le nombre de backups à garder. Notamment, est-ce que je veux faire des sets de 2, de 3, de 5, de 10? Donc, j'ai toujours 10 backups en fonction de la période de rétention que je vais définir. Je choisis la VM que je veux sauvegarder. Je définis le stockage, où est-ce que je veux faire la sauvegarde, le data store. Et je définis maintenant les différentes actions. Les actions peuvent être sur quelle période je veux lancer le backup. Est-ce que c'est à un moment donné? Est-ce que c'est quelque chose qui est périodique? Est-ce que c'est par semaine, par mois, par an ou bien par heure? En fonction, je définis la durée, je spécifie à quel moment ça s'arrête et après combien de répétitions je veux qu'il s'arrête aussi. Une fois que c'est validé, je valide et puis mon opération de sauvegarde de planification est automatiquement prête. Donc, vous avez votre solution de backup et de planification qui est prête à l'emploi directement sur votre instance. Vous pouvez aussi le faire directement dans la VM, mais là, ce serait pour comme on dit, directement dans la partie action, où vous pouvez programmer pour chaque VM cette action de création de backup. Pareil, c'est la même stratégie. Donc voilà, nous avons vu comment est-ce que le backup et le snapshot fonctionnent. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va passer à l'étape supérieure là. Là, c'est l'une des parties les plus, je vais pas dire les plus intéressantes, mais les plus, dont nous sommes vraiment fiers. La partie de la migration du workload. Cette partie va nous permettre de déplacer la charge de travail d'un data center à un autre. Donc, nous allons déplacer la VM d'un endroit à un autre et sans perdre de données et en toute simplicité entre différents cloud providers pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Les raisons peuvent être je ne suis plus content de mon fournisseur et il me fait des tarifs ou bien ou bien me fait ces services ne me conviennent plus. Donc, je ne suis plus lié à lui, je m'en vais. Donc, c'est du vrai vendor lockout. Vous choisissez le fournisseur avec qui vous voulez travailler. Comme vous avez vu, nous avons Equinix, nous avons Scaleway, One Provider, Essner. Vous pouvez choisir autant Oracle Cloud, Amazon, Google. Vous ne vous liez plus à un fournisseur. Choisissez celui qui vous donne le service qu'il vous faut. Donc, vous pouvez partir quand vous voulez et revenir quand vous voulez aussi. Soit c'est dans un souci de réduction de coûts, euh, au lieu vous avez votre charge de travail sur un serveur qui est le seul à cet endroit, au lieu de payer beaucoup d'argent pour juste une VM ou plusieurs, où le workload n'est pas du tout, comment dire, utilisé, vous pouvez déplacer ce serveur-là vers un autre fournisseur où vous consolidez en quelque sorte votre infrastructure. Donc, ça vous permet de réduire les coûts et de libérer de l'espace, surtout lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous avez une mise à jour qui est planifiée de votre data center, de configuration, de changement radical ou bien de changement profond d'un de vos upstream qui va nécessiter des périodes de downtime
au lieu de mettre tous vos clients en arrêt pendant cette opération ou bien d'entrer dans des configurations qui ne sont pas possibles, vous déplacez votre workload de solutions critiques vers un autre fournisseur, vous faites votre opération. Une fois que tout est bon, vous ramenez votre workload. Ça peut être intéressant aussi dans le sens où certains partenaires avec qui nous travaillons ont envie d'avoir de la souveraineté, mais qui n'ont pas leur data center qui est prêt. Ils peuvent commencer à mettre en place une stratégie où ils vont commencer à définir leur infrastructure et l'héberger soit chez nous ou bien soit chez OVH, chez Scaleway, chez Amazon. Et une fois que le data center est prêt, ils redéplacent, ils remigrent leurs données en local dans le data center. Ou vous voulez tester un nouveau fournisseur, vous voulez voir est-ce que ces services vous conviennent ou pas. Vous déplacez un ou deux services chez lui, vous vous assurez que ça fonctionne bien, que les utilisateurs ont un bon temps de latence et qu'il n'y a pas de souci. Et après, vous déplacez le reste de votre workload. Vous pouvez aussi améliorer l'expérience utilisateur. Vous avez un collaborateur qui est aujourd'hui que ce que nous allons faire, qui est en France et qui déménage, qui va aux États-Unis. C'est sympa. Maintenant, est-ce qu'il va continuer toujours à utiliser un VPN pour se connecter aux serveurs qui sont en France, ou vous pouvez déplacer ces serveurs vers les États-Unis où il aura une meilleure expérience utilisateur. Les temps de latence des États-Unis vers les États-Unis est beaucoup plus rapide que vers l'Europe. Donc, ça peut être plusieurs use cases, du moins ce que nous allons, du moins ce qui peuvent amener à migrer le workload. Et nous allons voir ça concrètement, à quoi ça ressemble. Donc, revenons toujours à notre configuration où nous avons déployé notre serveur Nextcloud sur le serveur de Paris. Là, nous avons un collaborateur qui l'utilise vraiment et qui part aux États-Unis, qui part à Dallas. Donc, nous allons déplacer le serveur Nextcloud vers le serveur qui est à Dallas. C'est ce que nous allons faire. Donc, pour faire cette opération, nous allons prendre notre VM. Nous allons l'arrêter, tout simplement. Nous allons l'arrêter, attendre que la machine s'arrête. La machine est arrêtée. Nous allons maintenant retirer sa carte réseau. Pourquoi? Parce que comme ça, elle n'est plus liée à un endroit géographique. Donc, la machine est juste, elle peut être migrée maintenant vers un fournisseur de notre choix. Là, nous allons cliquer sur migrer, et nous allons choisir d'envoyer ce serveur-là à Dallas. Je choisis Dallas, je fais migrate. Et là, la machine est en train de migrer vers le site de Dallas. Donc, son hôte maintenant est devenu l'hôte qui est aux États-Unis. Nous allons patienter le temps qu'il finisse sa migration. Et vous allez voir à quel point c'est facile de migrer d'infrastructure en infrastructure. C'est hyper facile. Parce que nous l'avons rencontré, nous avons mis ensemble en situation tous les mécanismes pour vous permettre d'avoir un workload et un mode opératoire en toute simplicité. Mais vraiment en toute simplicité. Évidemment, le temps de latence entre la France et Dallas est beaucoup plus long. Que c'est pas aussi rapide. Ça peut être aussi un des points sur lesquels vous devez aussi avoir une vision ou bien une stratégie pour améliorer l'expérience utilisateur. Avoir les serveurs au plus près des utilisateurs, ça améliore vraiment l'expérience. Là, on va patienter un tout petit peu le temps qu'il migre.
Peut-être qu'il peut poser sa question en attendant. Oui, bien sûr. Christian, vas-y, je t'ai pas vu. Pose la question, oui. Ou tu peux l'écrire dans le chat. Euh, Giovanna va me le lire et puis je te réponds. C'est un peu plus long que d'habitude. On, on patiente un peu le temps qu'il finisse la migration. On va voir si au niveau des logs. Ah, je pense il est revenu actif. Alors, il y a Christian qui demande pourquoi éteindre la VM avant la migration. Oui, justement, c'est pour éviter les corruptions de données. Parce que si nous déplaçons la machine en plein, pendant qu'il y a une écriture là-dessus, ça peut corrompre les données. Donc, pour garantir vraiment la cohérence, nous décidons d'arrêter la VM, d'arrêter le workload à faire là-dessus et de pouvoir la déplacer sans problème. On va juste patienter un tout petit peu le temps qu'il finisse l'opération. Parce que les États-Unis, c'est un peu plus loin, euh, surtout Dallas, par rapport au data center. Donc, comme je disais tantôt, la migration d'un site à l'autre peut répondre à plusieurs problématiques d'avoir des serveurs au plus près des utilisateurs, de changer de fournisseur euh, pour consolider. Vous voulez consolider votre infrastructure et avoir et réduire les coûts. Ça peut être aussi une problématique je veux tester une solution chez un fournisseur. Est-ce que ces services me conviennent? Donc, je vais déplacer une partie de mon workload, une minime partie, et m'assurer que ça fonctionne très bien. Et une fois que c'est OK, euh, nous allons faire cette opération. Allez, enfin, finalement, il a réussi à finir la copie. Donc, cela nous pousse à avoir nos stratégies même de backup, enfin, dans la stratégie de backup et de disaster recovery qu'on verra juste après ça. La notion de bande passante, c'est quoi le temps de latence que vous avez entre vos différents fournisseurs pour pouvoir déplacer. Donc, ça peut être un élément sur lequel vous devez euh, avoir, comment dire, un regard, histoire de bien planifier à quelle fréquence vous voulez faire ces différentes opérations. Donc, la machine vient d'être euh, déplacée complètement. Donc, les données ont été consolidées. On s'est assuré que euh, la base est toujours cohérente. Et là, on revient dans la partie réseau. Le workload est sur la machine maintenant, est sur le cloud, comme on dit à Dallas. Et là, maintenant, on va aller attacher la carte réseau qui va avec. Donc, on lui donne une carte réseau dans l'infrastructure de Dallas et on attache. Donc, il prendra l'adresse IP qui va avec, enfin, qui va bien. Et on redémarre la machine, tout simplement. Le workload a déjà été déplacé, n'est plus à Paris, mais maintenant est à Dallas. Et la machine va démarrer. Là, je peux relancer le VNC et je verrai que la machine est en cours de démarrage. Une fois que la machine démarre, je pourrai accéder à l'adresse de la machine qui n'est plus l'adresse qu'on avait vue avant, mais qui est plutôt cette adresse. Oui.
Là, il a migré. Maintenant, il me dit qu'il faut modifier les informations sur le trusted domain parce que l'adresse IP a changé par rapport à la configuration, ce qui est normal. Donc, le serveur, il a bien migré, en fait. Donc, il va falloir gérer la partie adresse IP et, pas adresse IP, mais le nom de domaine pour avoir un certificat qui amène vers cette adresse-là. Maintenant, nous allons parler de notre plan de reprise en cas de sinistre. Des questions? Je pense qu'il y a Christian qui veut dire quelque chose. Et tu as la parole, Christian, ou tu l'écris. Moi, j'ai levé la main aussi. Je peux te poser une question dans le chat. Oui, allez-y. Oui, donc ma question c'est de savoir comment se fera une migration dans le cadre d'un cluster de serveurs. Un cluster de serveurs, qu'est-ce que tu veux dire par un cluster de serveurs? Par un ensemble de serveurs? Ouais, oui, oui, après un ensemble de serveurs. Oui. Oui, là, nous avons déplacé une VM, donc ça, c'est sur le même principe. Donc, c'est la VM Donc, qui est partie d'un cluster à un autre. Donc, il y a un ok, cluster dans lequel il était et il a quitté le cluster de Paris vers le cluster qui est à Dallas. ok. Donc, d'autres questions? Si l'on passe au plan de reprise en cas de sinistre, ça, c'est aussi une partie qui est super intéressante où nous avons un désastre qui nous frappe. Nous avons notre site principal qui prend feu euh, et, euh, et qui n'est plus opérationnel. Que se passe-t-il? Normalement, je vois des crises cardiaques, je vois des lettres de démission, je vois plein de choses qui vont se passer à l'issue de ça. Si vous perdez votre data center principal, parce qu'il n'y a pas de documentation, il n'y a pas de plan de reprise. Même si un plan de reprise, il n'a jamais été testé, il n'a jamais été éprouvé, le désastre apparaît, on attrape la tête et puis on se dit, OK, on n'a pas de chance. Ce qui est dommage, parce qu'il y a des solutions aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut pour avoir un plan de reprise après d'activité en cas de sinistre, donc il vous faut un site en l'occurrence. Donc, il vous faut définir votre site de PRA. Il vous faut avoir des no compute, c'est-à-dire dans no compute, on veut parler de tout ce qui a comme charge et serveur capable d'exécuter les workloads que vous avez aujourd'hui en production. Est-ce que là où vous avez votre site de PRA, est-ce que vous avez des serveurs capables d'exécuter le même workload? Si oui, c'est bien. Sinon, il va falloir le prévoir. Qu'est-ce que vous avez comme unité de stockage? Est-ce que votre unité de stockage est sur site ou bien il est sur site et hors site? S'il est sur site et que votre data center prend feu, vous n'avez plus de stockage et vous ne pouvez rien restaurer. Donc, il faut prévoir une capacité hors site. C'est quoi les points d'attention, c'est-à-dire les points sur lesquels il va falloir discuter, avoir une stratégie claire, c'est là sur la période de rétention, puisque cela va déterminer tout votre plan que vous allez mettre en place. Sur quelle période vous voulez avoir, vous voulez restaurer, jusqu'à quand, à la dernière date à laquelle vous voulez remonter. Donc, est-ce que c'est sur un mois, est-ce que c'est sur 6 mois, est-ce que c'est sur un an, est-ce que c'est un jour, euh, en fonction de votre choix, va déterminer la bande passante que vous allez utiliser, va déterminer la capacité que vous allez mobiliser pour sauvegarder vos données. Et pour le mode de bascule que vous allez adopter, est-ce que vous voulez faire une bascule automatique ou manuelle ou semi-manuelle? Tout dépendra de ce que vous voulez mettre en place comme stratégie. Est-ce que si le désastre apparaît, est-ce que vous voulez que le système bascule automatiquement ou pas? C'est quoi comme nom de domaine vous allez utiliser sur les serveurs qui sont en PRA et les serveurs en production?
parce qu'on va pas demander aux utilisateurs de changer de nom de domaine parce que vous êtes en PRA. L'expérience utilisateur est terrible. Surtout lorsqu'ils ont configuré pas mal d'applications qui vont utiliser des serveurs existants, il va falloir tout repenser. Ça peut être critique. Donc, avoir une bonne stratégie de comment définir les noms et pouvoir avoir les certificats associés. Parce que les adresses IP, elles vont changer. Vous pouvez aussi avoir une infrastructure de façon distribuée où vous pouvez étendre, vous pouvez déplacer vos adresses IP, mais là, ça nécessite une autre configuration réseau. C'est quoi votre tolérance ou bien votre euh, tolérance au niveau du SPOF, du Single Point of Failure, puisque vous ne pouvez pas tout doubler à chaque fois. C'est jusqu'où vous êtes capable de mitiger votre point, c'est-à-dire le serveur ou bien la partie de votre infrastructure que vous ne pouvez pas répliquer à chaque fois. Donc, tout ça, ça se discute et ça s'implémente. Est-ce que c'est au niveau du serveur DNS? Est-ce que c'est au niveau de votre serveur HAProxy? Est-ce que c'est au niveau de vos serveurs, de certains services que vous utilisez? Ou est-ce que jusqu'où vous êtes prêt à aller au fait pour avoir un système qui est entièrement résilient? Est-ce que vous voulez mettre en place une architecture du mode actif-passif ou lorsque votre site principal tombe, vous pouvez basculer automatiquement sur votre site de PRA qui redeviendra actif, ou vous voulez fonctionner dans un mode actif, les deux fonctionnent simultanément, et en cas d'échec, le workload est basculé automatiquement de l'autre côté. C'est quoi votre stratégie de load balancing? Tout cela, ce sont des points qui doivent attirer votre attention pendant l'élaboration de votre plan de reprise d'activité en cas de sinistre. Donc, nous allons repasser en mode console pour simuler un sinistre. Et comme le sinistre ne prévient pas, nous allons prendre les serveurs que nous avons ici. Donc, serveur Equinix que nous avons. Et pour une raison ou pour une autre, il se passe que les serveurs sont détruits. Donc, je vais détruire les serveurs. Le serveur qui est à Dallas. Non, ça c'est Amsterdam. Je vais détruire le serveur qui est à Dallas. Il est où? Il est là, le serveur de Dallas. C'est là où nous avons migré notre workload là. Et c'est dans la partie settings, je crois. Settings. Et je supprime le serveur. Le bare metal. Le serveur est supprimé. Et ça, si nous avons des données critiques là-dessus, là, nous sommes morts. Mais nous avons une solution parce que nous avons fait la plateforme aujourd'hui, il ne sera plus accessible au fait, ici. Elle ne sera plus du tout accessible parce que l'adresse IP a disparu. Donc, elle va tourner et il n'y aura plus rien qui se passera. Donc, il va tourner, il ne se passera plus rien. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons restaurer le backup que nous avons sur un autre site, Amsterdam, par exemple. Parce que nous avons un autre site de secours qui est Amsterdam. Donc, ce workload, lorsque nous allons le passer, il verra que il n'est plus accessible. On va attendre juste un tout petit peu. La Cloud Factory va détecter que cette VM n'est plus accessible, en fait. Lorsque je vais demander à y accéder en mode console, il va me dire que il y a une erreur. Il va tourner, il ne se passera plus rien. Donc, je n'ai plus accès à la console, la machine est détruite, le serveur, c'est fini. Maintenant, nous allons restaurer nos données à partir de notre ancien backup que nous avons fait au tout début. Et là, nous allons partir dans la partie backup ici. Nous allons prendre notre Nextcloud qui est là. Nous allons prendre restaurer. Nous allons lui donner un nom. On l'appelle restore Nextcloud. OK. On choisit où est-ce que nous voulons le restaurer et nous lançons la restauration. Nous allons patienter le temps que la machine fasse la restauration de l'image.
parce qu'il va restaurer l'image en tant que template. Donc, je dois pouvoir voir la restore en tant que template comme une machine que je peux redéployer. Donc, nous allons nous assurer que nous avons l'image, le disque qui est prêt aussi dans la partie disque, parce qu'il est en train de restaurer l'image. Donc, pour le moment, le disque, il est en mode lock, le temps qu'il reconfigure, qu'il restaure le disque. Nous allons patienter un tout petit peu le temps qu'il restaure la machine, le disque, parce qu'il va passer en mode ready, pour qu'on puisse déployer cette restauration. Là, la machine est maintenant en mode ready, donc je pourrais maintenant déployer cette sauvegarde que je viens de faire sur n'importe quel fournisseur que j'ai. Donc, je peux soit le redéployer sur l'infrastructure de Paris, ou bien je peux le déployer sur l'infrastructure qui est à Amsterdam. Et là, je clique sur Create. Et là, il va me restaurer. Oui, je me suis loupé dans la partie restauration. J'aurais dû cocher une option, en fait. Dans la partie restauration de l'image ici, dans la partie backup, au moment de restaurer, j'aurais dû dire de ne pas restaurer les adresses IP et les attributs IP, les informations de réseau pour que ils reprennent une nouvelle configuration, ce que je n'ai pas fait. Donc, j'aurais dû cocher cette option. Restore Nestbox, je l'appelle 2. Je fais restore. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le temps qu'il restaure le POC 2. Que nous pouvons voir ici. Il va me redéployer puisque ici, il me l'a redéployé avec ses configurations IP. Donc, je pourrais ramener la configuration telle quelle, ou bien je pourrais dire qu'il redéploie toute la configuration sans les paramètres IP et sans la carte réseau. Comme ça me permet qu'il reprenne connaissance de son nouvel environnement dans un nouveau data center. Parfait. Là, le template 2 est créé aussi. Donc là, je pourrais maintenant redéployer la machine là ne sera plus disponible. Elle va me montrer que bientôt, lorsqu'il va essayer de se connecter dessus, il va se rendre compte que la machine n'est plus disponible. Donc cette machine là, je pourrais la restaurer. Là, je n'ai plus besoin. Nextcloud restore. Je choisis le réseau où j'ai envie de le déployer. Je choisis le réseau d'Amsterdam qui est là. Et je déploie ma machine. Et là, il va me respawner cette machine avec le réseau d'Amsterdam qui est chez QNX. Donc, voici. Ouais, cette machine est plus accessible parce qu'elle est passée en mode unknown. Voilà, la machine là n'est plus disponible. Donc, restore est en cours de création. Et voici, nous sommes arrivés à terme. Le temps qu'il crée la machine, ce sera toujours le même processus. Là, vous le connaissez déjà, la machine va s'instancier et on va pouvoir y accéder par son adresse IP et voir la configuration de la machine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le temps que la machine se crée. Et nous sommes arrivés au terme de cette présentation. On reviendra là-dessus pendant la question. Une fois que la machine est prête, je vais vous remontrer rapidement. Ce qu'il faut retenir de cette formation, si en 2024, vous perdez des données ou
un désastre vous arrive et que vous n'êtes pas en mesure d'avoir un backup qui vous permet de retomber sur vos pieds, c'est que vous l'aurez choisi, en fait.